Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle francosphère qui hisse les couleurs pour mieux les voir disparaître. Le nouveau roman de Gauze, Camarade Papa au Nouvel Attila, nous propose un récit en stéréo. Les deux voix sont celles de ces deux personnages principaux. Un gamin noir qui n'a pas vraiment de nom mais une conviction, la révolution. Et Dabili, un jeune blanc de 1880 qui ne sait pas encore qu'il est un colon. Le premier se drape dans le drapeau rouge, le second dans le drapeau tricolore. Dans le goût de l'enfance d'Anne Bonneau, du Tchembetcho guyanais, d'origine haïtienne, Edwige en a surtout retenu la recette d'une bonne intégration. Le continent africain est-il colonisé par les Chinois ? Le Speak French de Jean-Marie Chazot nous donnera l'occasion d'évoquer avec Gauze la Chine-Afrique en train de supplanter la France-Afrique. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Gauze. Bonjour. À vous lire, la francophonie, ça dit ce qu'on veut et le français sonne ce qu'on en fait. Exactement, nous sommes le produit de toute cette histoire-là. Et l'idée, c'est de s'approprier une langue qu'on n'a pas voulu forcément, mais qui est là, qui est un fait historique avéré. Donc voilà, il faut faire avec. Et je pense que l'Afrique, en tout cas, l'Afrique occidentale française, je dis même pas francophone. Ouais. Non, occidentale française. Toujours, elle est tournée toujours sous la coupole française. Rien n'a changé. Ben non. Et c'est pour ça que la langue est un moyen de résistance et de façon justement de s'opposer à l'institution francophonie. Vous ne parlez même pas de post-colonialisme, vous Absolument. dites on est toujours dans la même Oui, période. Bien sûr, c'est l'idée de l'hégémonie, celle d'une société qui s'impose sur une autre par les moyens économiques, par la voie internationale, la voie diplomatique, etc. etc. Donc les dirigeants sont fantoches pour vous ? Ah non, ils ne sont pas fantoches. Ce sont les dirigeants de ce grand ensemble franco-français. Et les dirigeants locaux, les dirigeants africains ? C'est de cela que je parle. Ouais. Un bourgeois, c'est un bourgeois. Il fait partie de la classe ils font... dominante associée finalement à la France. Alors, ils sont tous finalement, ils appartiennent tous à cette classe dominante. Donc voilà, dont ils sont des pions un peu éparpillés, un peu partout comme ça. Votre roman, alors on va y venir, un camarade papa, on voit qu'on est dans une tonalité très révolutionnaire. Il fourmille d'inventions langagières, des plus élaborées aux plus directes. Par exemple, pour dire faire l'appel, vous dites la braille. Ça existe ou c'est vous qui l'avez inventé ? C'est ça la magie du roman. On ne sait pas. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on pense que ça existe ou peut-être pas. De quel mot ou de quelle expression est-ce que vous êtes le plus fier dans ce roman ? Ça, je ne peux pas vous dire là tout de suite, mais bon, il y en a beaucoup quand même. C'est même pas une question d'expression. En réalité, voilà ce qui se passe. C'est que moi, je considère qu'on ne peut pas écrire un livre sans avoir trouvé une voix, une langue. Et en fait, une fois qu'on a trouvé la langue, tout devient une espèce de conséquence. Donc, une fois que j'avais trouvé la langue à la fois de Dabi, donc ce jeune homme de la fin du 19e siècle, que celle de l'enfant de 1970, pour moi, tout devenait conséquence. Et l'idée était de jouer sur la crête, toujours sans jamais tomber dans le too much. Alors la francophonie, ça commence par les Français, dont vous écrivez à l'époque coloniale qu'ils sont tous fous. Ils sont plus fous que les autres Européens ? Alors, pas forcément. Non, c'est pas ça. C'est dans le roman. C'est dans le roman. C'est dans le roman, ouais. évidemment. Mais moi, ce que j'en pense, c'est que ils étaient tous fous dans tous les cas, pareil, comme les Anglais. Mais c'est pas une folie pathologique. C'est une folie liée à une fiction très forte. Vous imaginez ces gens-là, ils sont en très peu de nombre en fait, débarqués en des endroits qu'ils ne connaissent pas. Et aujourd'hui, nous, on parle français, nous sommes la conséquence de cette fiction extraordinaire. Et puis, ils se sont donné des raisons, toutes sortes de raisons, notamment celle de Jules Ferry, qui parlait d'apporter la civilisation. Mais ce sont des raisons qui font partie de cette fiction. Mais toujours, la colonisation a été portée par des hommes, Monsieur Tout-le-Monde, qui est arrivé là-bas complètement malade, en fait, en se disant que lui, il est le détenteur de ce discours. Ce qui compte, c'est ce qu'elle lui va faire. C'est d'avoir cru à sa folie. Exactement. Et je pense que la meilleure façon de résister, c'est de nous-mêmes fabriquer notre folie pour pouvoir contrer cette histoire qu'on commence à trop subir. Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Gauze, l'auteur à succès de Debout payé, vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. De retour aujourd'hui avec Camarade Papa, Corinne Alexia nous en fait sa présentation coupée-décalée. Qui ne connaît pas Gauze ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? Vous ne connaissez pas APGB, le vigile des Champs-Élysées ?
Vous ne connaissez pas le biochimiste qui a découvert que la langue est un composé instable, un étrange mélange qui amalgame le soleil des indépendances et bagatelle pour un massacre? La langue du caméléon est daltonienne. Elle permet aux natifs d'Abidjan de dire « quand je vais à Paris, je suis blanc » et à ce partisan du métissage d'ajouter « moi, je suis vraiment un rouge ». Avant de conclure, il faut sortir de la couleur. Tout cela ne dit pas pourquoi Armand Patrick Baka Brédé a choisi Gauze comme nom de plume, sinon pour s'inscrire dans les anthologies, juste derrière son idole Romain Gary. Alors si j'ai bien lu l'article que vous consacre l'hebdomadaire Le Point, Gauze serait le diminutif de Gozoro, mais encore. Gozoro, Gozoro, ce qui veut dire... c'est une espèce de tabac en fait qui donne le vertige. Ah oui, donc c'est quelque chose d'hallucinogène? Absolument pas, ça donne juste le vertige, ça te fait éternuer sauvagement. Mais en fait, c'est une espèce de déclinaison de mon nom tribal, en fait, de celui que mon père m'a donné, le nom du mari de ma grand-mère. Donc on dit embêté, Baka Brede Gozoro, Agiso Kabaka Batri Nuyuam, Baka Nilabamane. Et donc on a toujours un nom qui peut être plus ou moins long, un nom qu'on va dire coutumier et un nom français à côté? Mais c'est exactement ça. Les Africains sont schizophréniques. Forcément, ils naissent avec des noms de Jean-Louis. Et on t'appelle Jean-Louis à la maternité. Ensuite, JL dans la cour de récré. Ou bien Jean-Loup quand tu deviens travailleur. Ou bien on te trouve un autre nom. Zegen, si tu es un bon footballeur. Voilà, on a ce petit côté schizophrénique que je trouve intéressant d'ailleurs. Parce qu'on garde toujours cette double personne en nous. Et bon, c'est une forme de résistance. Corinne Alexia ne parle pas de Romain Gary par hasard, surtout quand il signe à Jarre. Ouais. C'est un modèle pour vous? C'est Pelé, c'est champion de champions. C'est le grand des grands? C'est le grand des grands. C'est vraiment Pelé, quoi. Et il montre bien que le français, en fait, c'est pas la francophonie. Le français, comme toutes les autres langues, c'est une décision personnelle de se l'approprier et d'en faire ce qu'on veut. Il est comme moi, hein, il n'est pas d'ici. Il n'est pas de Paris, ni de... Oui, il est de l'Est, il est lituanien, letton, on ne sait pas très bien, voilà, il est russe, voilà. Il est polonais. Voilà, il a tous ces mélanges-là qu'il assume parfaitement dans sa personnalité à lui. Voilà, c'est ça qui lui permet de, je pense, hein, comme nous autres en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou ailleurs, c'est ça qui lui permet de s'approprier la langue sans se poser de questions. Autre référence à Amadou Kourouma, auteur du Soleil des indépendances, de Allah n'est pas obligé, En attendant le vote des bêtes sauvages, et puis surtout, plus surprenant... Surtout Monnaie, outrage et défi. Et voilà. Et puis il y a Céline, mais c'est pas le Céline de Bagatelle pour un massacre, évidemment, son pamphlet antisémite, mais celui du voyage au bout de la nuit. Vous lui pardonnez tout le reste? C'est deux personnes différentes. Il y a un homme et une œuvre. Moi, je m'intéresse à l'œuvre. Qu'est-ce que vous entendez par cette injonction? Il faut sortir de la couleur. Parce que c'est évident, la couleur n'a aucun sens en fait. C'est même pas une injonction, c'est naturel, la couleur n'a aucun sens, sinon celui d'une adaptation physiologique qui n'est même pas, dont nous ne sommes pas les auteurs. Donc voilà, ce qui compte dans la rencontre des hommes, c'est pas la couleur, c'est les cultures qu'on échange, les langues qu'on échange, les produits aussi qu'on échange. Donc voilà, pour moi, il faut... Et ça a tellement pourri les relations humaines depuis tellement longtemps, et puis en plus, pour moi, c'est un objet de distraction devant l'essentiel. Celui qui fait qu'une petite classe gouverne tout le monde, exploite les autres. Donc voilà, donc c'est une question de lutte de classe, pas de lutte de race. Dans le wagon, camarade papa parle fort. Personne ne se plaint. Il parle en français. Les gens tolèrent les bavardages dans une langue qu'ils ne comprennent pas. À la maison, maman me parle le néerlandais de l'école. Camarade papa, le français de la Révolution. Et entre eux, ils parlent le cri du peuple souverain pour dénoncer l'odieuse pression capitaliste sur les sources de ressources. Il y a aussi d'autres cris que je ne comprends pas. Mais le cri du peuple souverain, entre maman et camarade papa, je voudrais l'entendre plus souvent. Au moins, ils sont avec moi, ces moments-là. Dans le train, je vais passer beaucoup de temps avec camarade papa. Je suis content et demi. Extrait du premier chapitre de Camarade Papa lu par Christophe Parfait. C'est parce que Gauze est resté un grand gosse que vous vous sentez si à l'aise en faisant parler un gamin? Ah non, mais je pense pas. On a tous une partie d'enfant en nous. Mais là, quand on lit ce livre, vraiment, quand c'est le gamin qui parle, on a l'impression que vous vous exprimez, vous, très spontanément.
Ben, je vais jusqu'au bout du délire, c'est ça qui est important. Jusqu'au bout du délire, c'est-à-dire que j'ai décidé de prendre l'attitude. Je ne veux pas m'arrêter en chemin. L'idée étant que je fais confiance au lecteur, parce qu'il a été aussi enfant pour pouvoir me saisir et prendre les perches que je lui tends. Est-ce que vous pouvez nous situer les 3 personnages dont il est question ici? Alors il y a le père, la mère et puis donc leur enfant qui parle. Qui sont-ils? Alors donc le père le père et la mère sont des Ivoiriens en fait, qui se sont installés à Amsterdam, des grands militants gauchistes qui se sont installés à Amsterdam parce qu'ils pensent profondément que le capitalisme est une maladie contagieuse dont le patient zéro est la Hollande. Donc il faut étudier le patient zéro pour trouver le vaccin contre le capitalisme. Donc, ils ont un enfant qui naît là-bas, hélas, qui ne naît pas le 18 mars comme il aurait souhaité. Parce que le 18 mars, C'est la révolution, la commune. la commune de Paris. La commune de Paris. Oui, non, c'est la seule. Les 72 jours de bonheur, la seule commune qui ait jamais existé réellement, c'est ça, quoi. La commune du partage des ressources, du partage de la production, de la distribution de la production. Voilà, le rêve idéal. Les 72 jours de rêve écrasés par la bourgeoisie versaillaise. Alors cet enfant a quand même un nom, il en a même plusieurs, il est comme vous, hein, il a son nom officiel, doctrinaire, et puis son nom de maman que vous tardez à révéler. D'une certaine manière, son nom public et son nom privé ne désignent pas la même personne? Pas du tout, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, ma grand-mère a une façon de m'appeler que n'utilisent pas mes copains pour m'appeler. Francosphère, Dominique Rodrey. Dans Camarade Papa, Gauze raconte une histoire d'orphelin et de bâtard. Maxime Dabilly n'a plus ni père ni mère, à peine une mère patrie, qui se confronte à l'expérience de la colonie dans la future Côte d'Ivoire. À Nouman, l'enfant a aussi perdu sa maman et son père est une idéologie. Dans le dernier roman de Gauze, il est aussi question d'Amsterdam et du Suriname. Nous partons à 2 pas dans la Guyane d'Edwige pour son goût de l'enfance, signé Anne Bonneau. C'est le tiembetio. Expliquez-vous. C'est de la tomate, ça peut être du concombre, du maïs et tout, avec un peu d'ail, du sel, du poivre. Alors, j'ai plus toute la composition en tête, mais voilà, c'est du thon, voilà, qu'on faisait. Et ouais, c'était très bon. Cayenne, c'est une cité bonhomme, une cité plutôt populaire. Donc durant tout ce temps voilà, de mon enfance, je l'ai vécu là. On a déménagé un moment, je vais avoir 12 ans, mais on a déménagé de 200 mètres pour avoir une maison voilà, un peu plus en dur, on va dire. Hein. Pas forcément un palace, bien au contraire, une petite maison au bois. Je demande $500 par semaine. Peu importe l'argent. Ma mère étant immigrée, a eu quand même des relations avec des gens qui avaient un cœur particulier pour tendre la main aussi, hein, parce qu'il y a des démarches administratives. Elle a fait de vraies rencontres humaines avec des Guyanais qui l'ont accompagnée dans ces démarches-là, avec qui elle est devenue proche. Moi, j'allais chez une voisine avec qui on a beaucoup grandi. On mangeait ensemble, c'est une mamie de certain âge, ce qu'on appelle le tiembetio en Guyane. Alors, ce sont des petites choses qu'on prépare, des concombres, du maïs, des petites choses comme ça, pour avoir un petit déjeuner bien costaud, bien complet. Et là, elle me faisait goûter ça, c'était très simple, hein, c'était l'accompagnement du sel, du poivre et tout ça. Moi, je trouvais ça génial. Après, on jouait au loto, au jeu de cartes, au domino, avec une personne de certain âge, vraiment. Et on partageait pas mal de choses comme ça. Et j'ai vraiment grandi avec ces personnes-là qui savaient en fait attirer l'enfant que j'étais pour passer du temps avec elle. Et moi, j'étais content, rendez-vous compte, je devais avoir 10 ans, de passer du temps avec quelqu'un qui en avait 60, 65, 70 ans. Et vous êtes-vous jamais demandé si moi, je saurais me passer de vous? Et elle savait le faire, je faisais pas une œuvre caritative ou sociale, quoi. C'était de l'échange. Il était content, Edwige aussi, content et demi. On mange moins dans votre livre que dans d'autres, Gauze, mais on y croise quand même la princesse Manioc qui s'est sacrifiée pour que le tube Hercule puisse pousser. Votre goût de l'enfance est-il à base de manioc? Oui, tout à fait. La tchéké est un must. La tchéké est le plat quali. Alors la tchéké, c'est quoi exactement? La tchéké, c'est une espèce de semoule faite à base de manioc. Et le plat quali, c'est une pâte justement issue du jus de manioc. Et c'est ces goûts-là qui vous manquent quand vous êtes loin de chez vous?
En fait, non, pas vraiment, parce que quand on est loin de chez soi, ce qu'on se dit, c'est qu'on a un chez soi et qu'à un moment ou à un autre, on va y retourner. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de découvrir justement les goûts des endroits où je vais. Je suis un grand mangeur de dehors. Edwige nous parle de l'intégration haïtienne à Cayenne. Qu'est-ce qu'il en est de l'intégration ivoirienne en région parisienne ? Mais ça n'a aucun sens, l'intégration. Je ne sais même pas ce que ça signifie. Si les Auvergnats ou bien les Italiens s'étaient intégrés, il n'y aurait pas eu de pizza. Si les Auvergnats s'étaient intégrés, on apporte toujours quelque chose, chacun à sa culture. Non, ça n'a aucun sens. C'est un discours politique, un discours électoral, voire électoraliste. Ce qui est bien quand on arrive dans un endroit et qu'on s'y sent chez soi, c'est d'être comme on est. Et parce qu'on apporte ça à une nation. La France n'a pas de souci à faire. Sa culture ne va pas disparaître à cause de 2, 3 Maghrébins ou Ivoiriens qui vont venir avec de la tchéké et du placali. Si je vous comprends bien, Gauze, l'intégration, ça peut même être un discours de rejet, paradoxalement. Techniquement, c'est ça. Politiquement, l'idée, c'est de dire intégrez-vous, mangez des pâtes au beurre comme nous, quoi. Alors j'en reviens justement au manioc. Vous écrivez qu'il rendait si fort ceux qu'il mangeait qu'ils sont devenus esclaves vengeurs, libérateurs d'esclaves. Le manioc, ça a la même vertu que les épinards de Popeye. Non, mais j'ai fait ce délire autour de... En fait, c'est l'enfant qui parle des bonnies marrons. C'est ce qu'il appelle les bonnies marrons. On trouve sur le fleuve Maroni entre le Suriname et la Guyane. Tout à fait. Et les bonnies, en fait, c'était un petit hommage au journaliste Serge Billet qui avait révélé cette population guyanaise là, qui venait d'un endroit précis de Côte d'Ivoire et qui avait presque la même tradition, quoi. Le journaliste de Martinique Première, Serge Billet, oui. Tout à fait. Et donc, moi, ça m'a rappelé que depuis toujours, mes parents disaient que l'esclavage, les gens se sont très vite dressés contre l'esclavage. Et que si l'esclavage avait été aboli, c'est pas Schellcher qui l'avait fait. C'est parce qu'ils en pouvaient plus des révoltes. Et que parce que aussi l'esclavage n'était plus rentable à cause de la machine à vapeur. À Sikasso, latitude 7 degrés, 5 minutes, 12 secondes selon Dejean. Pays de l'or selon Dreyfus. Capitale du caoutchouc naturel selon Fourcade. Porte du Bondoukou selon Trèche. Mon poste. Dans le possessif, point de vanité. Pointe d'orgueil, à peine. Appelé à bâtir seul, dans l'adversité, loin de tout, on s'approprie les choses. Mon poste, mon boy, mon interprète, mes Sénégalais, mes porteurs, mes terres. L'esprit du colonial se construit dans la possession. Ne pas se laisser griser. Comme Trèche, sous-estimer volontairement ses actions officielles dont nous ne sommes que le jouet à l'échelle de l'histoire. Second extrait lu par Christophe Parfait, autre narrateur, autre ton, cette fois c'est Maxime Dabili qui parle. Peut-on dire de lui, Gauze, que c'est un colonisateur qui n'a pas l'esprit colonial ? Non, en fait, en arrivant là-bas, tu n'es pas tout à fait colonial, en fait, à cette époque. La colonie naît après, en réalité. Donc, ce sont, on va dire, les premiers administrateurs qui arrivaient en Afrique en ayant la conscience qu'ils étaient dans un département français, qu'il fallait franciser d'une façon ou d'une autre. Et donc, lui, c'est un jeune homme comme tous les autres, un migrant comme un autre, qui part ailleurs trouver un meilleur destin. Il s'inspire d'un personnage réel ? C'est un mélange de plusieurs personnages historiques, et de moi-même, ma propre personne aussi, qui à 28 ans s'est dit « Bon, mais moi, je vais aller, ça y est, j'en ai marre, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire, je vais aller ailleurs. » J'hésitais entre le Brésil, le Canada et la France. J'ai fini en France. La couleur n'existe pas, donc vous n'avez pas eu de mal à vous glisser dans la peau d'un blanc ? Non, puisque c'est culturel. Cet homme-là, Maxime Dabili, on a désormais la même histoire. On a le même vécu, on a le même destin. À partir du moment où le premier blanc a posé ses pieds sur la plage de Grand Bassam, la civilisation européenne était finie, autant que la civilisation africaine. Il y a quelque chose de nouveau qui est né, dont ce Maxime Dabili et moi sommes le résultat. Donc je peux me mettre dans la peau d'un homme qui est comme moi, qui a la même culture que moi. Donc les colonialistes, ils étaient moins sur le terrain finalement que dans les bureaux des ministères à Paris ? La colonie a été pensée à l'Assemblée nationale ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Le bonusphère culturel de Francosphère. Nous passons de la forêt guyanaise que côtoyait Edwige dans son goût de l'enfance à l'Asphalt Jungle, le titre de la pièce, vu par Patrice et Lydie Kozak à Paris, à la Manufacture des Abbesses.
L'histoire est simple. 2 individus demandent à un troisième d'en frapper un quatrième. D'abord réticent, le personnage numéro 3 finalement s'exécute. Sur cette trame simple, horriblement banale, se tisse tout l'argument d'Asphalt Jungle. On choisit son camp ou bien on se laisse faire. Victime ou bourreau, gentil ou méchant, manipulateur ou manipulé. Dans cette pièce, toute notre humanité déroule sous nos yeux avec ces 4 individus qui immanquablement nous ressemblent à un moment ou un autre de la vie. Qu'aurions-nous fait à leur place? Laisser nos convictions l'emporter sur nos frustrations, tout aussi intimes et profondes? Dilemme difficile à résoudre quand on doit faire face à une situation demandant réponse immédiate, quand on est assujetti au poids de la hiérarchie, quand la pression est telle qu'on ne réfléchit plus et que seul l'acte compte. Le quatuor de comédiens jubile dans ses passages à l'acte empreints de violence ou bien dans ses soumissions auxquelles se livrent leurs personnages. Le texte de Sylvain Levet et la mise en scène de Laurent Mindon sont trempés dans l'acide, l'ironie et le cynisme, et on se sent même coupable de rire et sourire devant cette comédie inhumaine, mais d'une justesse implacable. Alors ça cogne dans Asphalt Jungle, Gauze, quand on est vigile, comme vous l'avez été, il faut aussi savoir jouer les gros bras. Non, jamais jouer les gros bras quand on est vigile. C'est parce que tu es là pour la forme. Il faut que tu saches ça. Tu n'es pas là pour jouer les gros bras. Tu n'as aucune prérogative policière. Tu es là comme un paquet autour d'un joli produit. Tu es là pour dire, devant le magasin, pour dire aux gens, regardez, on a les moyens de s'offrir un grand noir en veste et en cravate. Mais on est là pour faire peur, a priori? Oui, c'est ça. Mais c'est une fausse peur, en fait. C'est une peur marketing. Donc il n'y a pas de test physique, par exemple, au moment d'être engagé? Absolument pas. Alors au théâtre, puisqu'on vient d'en parler, vous allez souvent au théâtre ou bien le théâtre de la vie, comme celui que vous avez connu dans vos expériences, vous suffit? Oui, je vais très souvent au théâtre et je lis beaucoup de théâtre. Pour voir quoi? Bon, la prochaine pièce que je vais voir, c'est une pièce écrite par Leonora Miano, qui va passer au Théâtre de la Colline, je crois, début octobre. Vous concevez vos romans comme des théâtres de papier avec des personnages qui s'animent et dont vous espérez qu'ils s'animent aussi pour le lecteur? Moi, j'ai une conception un peu plus, on va dire, plus moderne que ça. J'écris souvent comme un film, en fait, parce que je suis en gros un cinéaste frustré. Et alors, quel rapport est-ce que vous faites entre vos 2 personnages principaux, entre l'homme-oiseau, le petit homme-oiseau Anoumand, et puis Dabili qui apparaît, donc ils apparaissent à tour de rôle l'un l'autre? Ce sont 2 personnages qui se ressemblent. Ce sont des Européens, tous les 2, qui vont en Afrique. C'est ce qui abolit leur couleur. Dabili, l'enfant blanc de la Creuse, autant que Anoumand, l'enfant noir d'Amsterdam. Donc eux, tous les 2 vont découvrir leur nouvelle terre, enfin une nouvelle terre, l'Afrique, une nouvelle culture. D'abord, il y a ça. Et ensuite, l'enfant donne de la perspective historique, en fait, au mouvement passé de Dabili. C'est comme ça que je les ai construits, en fait. J'ai créé cette faille-là pour créer du recul, de réflexion. Parce que l'histoire de la colonisation crée souvent des passions, des choses comme ça. Tout le monde veut faire un bilan. Je ne sais même pas trop pourquoi, alors qu'on est là, vivant. Nous sommes le bilan vivant de cette colonisation. Dernière séquence de l'émission Le Speak French de Jean-Marie Chazot, avec la Chine qui avance ses pions de go partout dans le monde et fait main basse sur la francophonie en commençant par un de ses bastions hexagonaux. Le drapeau chinois flotte sur plusieurs vignobles de l'Hexagone. 160 propriétés viticoles appartiennent désormais à des hommes d'affaires chinois, dont près de 150 rien que dans le Bordelais. Et pour le Bordeaux, ça ne représente que 3% de la surface, mais presque toute la production part à l'export vers la Chine. Et c'est aussi une aubaine pour les producteurs français. Le vin y est très apprécié et aujourd'hui les vins français détiennent 40% du marché chinois. Mais ils sont menacés désormais par la concurrence des vins australiens et par la production locale, avec la montée en gamme de toute une région, le Ningxia. On y trouve des noms qui sonnent familièrement aux oreilles d'un francophone, comme le Château Bacchus, écrit en français sur le fronton d'un bâtiment à colonnade assez kitsch, mais aussi des étiquettes apparemment françaises qui cachent parfois des contrefaçons, comme le Froal de Mabal, qui ne veut rien dire, mais qui se présente comme un vin de Bordeaux, ou encore du vin Louis Vuitton, 2 lettres en moins pour faire illusion. Quant à trinquer avec un verre de vin en Chine, vous pourrez dire chin-chin, l'expression aurait d'ailleurs une origine chinoise, c'est une invitation à boire, mais la formule est à proscrire au Japon, où chin en japonais signifie pénis. Chine, 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 j'ai filé en Chine. Malgré ce que nous dit Jean-Marie Chazot, la présence de la Chine peut paraître relativement clandestine sur le territoire français. Est-ce qu'elle n'est pas beaucoup plus ostensible, Gauze, en Afrique francophone? Moi, je suis habitué aux envahisseurs.
Donc je ne fais pas de différence entre les Chinois, les Allemands ou les Français. Et est-ce que vous avez dit l'importance de la colonisation sur la langue? Est-ce que du coup on se met au chinois actuellement en Afrique? Mais pourquoi pas? On a tellement l'habitude des langues chez nous, on est ouvert à tout, bien sûr. Pourquoi pas la Chine? C'est aussi absurde de parler français que de parler chinois, je trouve. C'est le même niveau d'absurdité. Mais par contre, on est tous les conséquences de cette histoire. Les Chinois, ils arrivent en parlant français quand ils viennent en Afrique francophone? Ils font comme tout le monde, ils se débrouillent, quoi. Et d'ailleurs, c'est plus facile pour un Africain de parler chinois. C'est plus naturel de parler chinois que de parler français parce que le chinois est une langue tonale, syllabaire comme les langues comme l'akan, le bété, le krou, des choses comme ça. Tandis que le français est une langue atone et donc qui pose des atone, problèmes. Et c'est l'alphabet 26 lettres, quoi. C'est très peu pour dire tous les noms. Moi, je m'appelle Baladé. Par exemple, je m'appelle Baka Bredé, impossible de prononcer ça. Donc on se francise en Baka Bredé, tu vois. Alors qu'un Chinois, il peut prononcer facilement Baka Bredé. Comment est-ce que le continent africain peut cesser d'être une proie pour les intérêts étrangers? Elle a déjà cessé d'être une proie pour les intérêts. Il faut vraiment se le dire, ça. On croit être manipulé, mais au fond, l'histoire, on est très peu de temps, on est d'un battement de cils dans le temps de l'histoire. Dans 20 ans, qui sait ce qui va se passer? Ça donne déjà des gens extraordinaires, qui sont comme moi, qui sont capables d'écrire des bouquins lus par dizaines de millions en France. Donc on n'est pas forcément des proies, faites attention. Sur le plan économique, le continent africain s'est déjà pris en main? L'économie, c'est quoi? Quand on donne la définition économique de celle du grand capital aveugle et apatride, évidemment, dans ce cas, l'Afrique est dans la même merde que tout le reste de la planète. Hein. Pas plus ni moins qu'ailleurs. Mais ça va bouger, ça va changer. Je pense qu'il faut revoir cette façon de concevoir l'économie. Merci beaucoup, Gauze, à qui nous devons au Nouvel Attila Camarade Papa. On l'a bien entendu dans la tonalité de Gauze. Promis, on l'espère, au même succès que votre roman précédent, Debout payé. Ouais, l'espère, mais aucune raison. Mais oui, voilà, ça devrait. Merci également à Corinne Alexia, à Christophe Parfait, Anne Bonneau, Patrice Elidi-Cozac, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Bruno Dessommes.